nouvelle fait immédiatement la une des journaux, ce qui répand dans le monde entier. Je vais maintenant passer la parole à Madame Lebigre, Madame Arlette Lebigre, qui est juriste, qui est venue déjà l'an dernier, peut-être même l'année d'avant, je ne me souviens plus, qui est agrégée de droit et qui est spécialiste des institutions d'Ancien Régime et qui va vous parler d'une affaire de corruption sous l'Ancien Régime. J'ai pris note sous la dictée de Didier Gallo, qui est toujours un peu approximatif, alors vous me pardonnerez si c'est pas très précis, mais il est très précis lorsqu'il rédige des jugements, hein, bien sûr. Madame, et qui va vous parler des requins du Mississippi, m'a-t-on dit. Alors elle va vous raconter ce que c'est. Nous sommes en 1715, au lendemain de la mort de Louis XIV, le 1er septembre, et le pays est en état de catastrophe. Le pays est plongé dans une des plus graves crises qu'il ait jamais connues. La crise, elle est d'abord financière. C'est une catastrophe. La France n'est pas au bord du gouffre, elle est dans le fond du gouffre. Le Trésor public dispose de 800 000 livres, ce qui représente 8 jours de paiement pour l'État, pour les charges de l'État. Les rentrées fiscales des 2 années suivantes sont déjà en partie grignotées. Pour l'année 1716, 64 millions sur 69 ont déjà disparu. La dette est de 900 millions, une dette colossale, ce qui exclut évidemment tout emprunt possible pour se tirer d'affaire. Bon, je ne reviens pas sur les causes, ce n'est pas mon propos, simplement je constate cette situation absolument catastrophique. En plus, politiquement parlant, la crise intervient au plus mauvais moment, c'est-à-dire une période de minorité. Le roi Louis XV est un charmant petit garçon de 5 ans, ce qui évidemment laisse entrevoir une très longue période de régence de minorité jusqu'à ce qu'il devienne, non pas sur le papier, les rois de France étaient majeurs à 14 ans, mais en fait, jusqu'à ce qu'il devienne capable de gouverner par lui-même, et les périodes de minorité ont toujours été des périodes extrêmement fragiles politiquement. Le régent est un grand-oncle à la mode de Bretagne du petit roi, c'est le seul membre légitime de la famille royale qui subsiste après une série de décès intervenus dans les dernières années. Et en plus, le régent a dû, pour vraiment s'emparer du pouvoir, demander au Parlement, qui à l'époque n'est pas seulement une haute cour de justice, mais a aussi des compétences politiques, de casser le testament de Louis XIV, lequel avait prévu que ses 2 fils naturels, qu'il avait fait légitimer au mépris des lois existantes, approchent de très près le pouvoir. Le régent fait casser le testament, c'est-à-dire qu'il est maintenant l'otage du Parlement. En plus, il est l'otage des grands aristocrates du royaume, ayant complètement refondu le système gouvernemental et ayant substitué à l'espèce de hiérarchie où tout dépendait du roi, un système de conseil, chacun dirigé par un de ces grands personnages. Voilà donc une situation absolument calamiteuse pour ce début de règne. Est-ce qu'il faut déclarer carrément la banqueroute de l'État? Des conseils sont donnés au régent en ce sens. Il ne veut pas, car pour pouvoir faire déclarer l'État en banqueroute et faire passer la pilule, surtout à l'opinion, il aurait fallu réunir les États généraux. Et ça, il n'y tient évidemment absolument pas. Alors, il va inaugurer pendant 3 mois une politique de rigueur. Les dépenses publiques sont réduites, les créances des créanciers sur l'État
sont très strictement contrôlées, toutes celles qui paraissent un peu douteuses sont annulées, les meilleures se voient donner pour tout potage des billets d'État qui portent intérêt à 4%. Quand on sait que les gens avaient prêté leur argent à l'État en escomptant un intérêt parfois 4-5 fois plus fort, il est certain que ces billets d'État qui ne servent à rien, si peut-être à tapisser les murs de leur chambre, comme ce sera le cas plus tard pour les assignats, évidemment, ça laisse subsister un poids énorme vis-à-vis de l'opinion. Le marasme économique est total, le chômage, évidemment, suit, et surtout, il y a une thésaurisation du numéraire. Les gens mettent de côté, évidemment, tout ce qu'ils peuvent avoir dans leur poche pour attendre des jours meilleurs. La circulation monétaire tombe en flèche, les échanges sont totalement paralysés. Seul un miracle peut sauver les finances et l'économie de la France. Eh bien, ce miracle va se produire. En décembre 1715, un certain John Law va faire au régent une proposition que celui-ci va accepter d'enthousiasme d'ailleurs, une proposition qui, en fait, est un véritable remède de cheval. Et ce remède de cheval va agir, certes, sur l'économie, mais en même temps, comme ce qui arrive souvent avec les remèdes de cheval, va avoir des effets secondaires. Et cet effet secondaire, ça va être l'apparition d'une race de prédateurs jusque-là inconnus, les requins du Mississippi. Qui est ce John Law? Passons rapidement pour présenter le personnage. C'est un Écossais, fils d'un orfèvre d'Édimbourg, qui a fait fortune au jeu. Le jeu est une des très très grandes occupations, si l'on peut dire, du XVIIIe siècle. On joue, il n'y a pas de casino, mais on joue de façon forcenée, on réalise des fortunes, et même ses pires détracteurs ne diront jamais qu'il était mauvais joueur. C'est un joueur honnête, mais c'est surtout un génie de la finance. Il a des martingales imparables, ce qui explique sa fortune. Et bon, à la suite d'une mauvaise histoire, une histoire de duel qui risquait de lui valoir quelques désagréments en Écosse, il va émigrer sur le continent et mettre ses talents au service des différents pays du continent. C'est ainsi qu'il rencontre le régent, le futur régent, en 1701. Les deux hommes sympathisent. Le régent, qui est un esprit très moderne, très ouvert, trouve que Law est effectivement un personnage qui tranche sur l'ensemble de tout ce que l'on peut rencontrer en matière d'économie. Et Law continue son périple en Europe. Il est cambiste, on dirait maintenant trader. Et en plus, il va publier des ouvrages théoriques sur les finances et sur l'économie qui vont lui valoir une réputation européenne. Voilà donc Law qui a derrière lui des garanties techniques suffisantes pour qu'il soit accepté et que son fameux système, car le système de Law, c'est le nom qui va rester dans l'histoire pour ce programme qui va être mis en application. Alors, pourquoi le Mississippi? Que vient faire le Mississippi? Mais on verra un petit peu plus tard, parce que c'est effectivement le nom populaire qui a immédiatement été donné au système de Law, tel que je vais très rapidement le résumer pour deux raisons. Non, trois. Parce que, un, je ne veux pas dépasser mon temps de parole. Deux, parce que ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon sujet. Et trois, parce que, disons qu'en matière de finance, je ne suis pas du tout une spécialiste. Mais tout de même, je suis obligé d'esquisser un peu ce système en le schématisant à l'extrême. L'idée de base, première chose, premier volet du système, il y en aura deux, dont le Mississippi. Mais pour l'instant, le premier volet, les deux vont se succéder, c'est l'introduction du papier-monnaie. Et ça, c'est une révolution. La France est très en retard, ne connaît que le numéraire en espèces, alors que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Suède ont déjà expérimenté le papier-monnaie. Et
l'eau va créer, avec évidemment l'autorisation du régent, la banque, sa banque, la Banque Générale, dès décembre 1715. Cette banque va émettre, bien entendu, des billets qui, pour l'instant, ne seront qu'une monnaie de compte, mais qui changeront ensuite de nature et deviendront des monnaies de paiement effectives. Mais pour l'instant, c'est une monnaie de compte. Émettre des billets, la banque est créée par action qui porte dividende. Elle va pratiquer les opérations bancaires que nous connaissons, dépôt, encaissement, escompte, et la banque va consentir des crédits raisonnables à ce que nous appelons maintenant les PME. Le succès est immédiat. Le métal sort des bas de laine et des bas de soie pour s'investir en actions de cette banque, qui est effectivement une bouffée d'oxygène, un véritable masque à oxygène pour cette économie qui était en train de complètement s'étrangler. Les échanges reprennent, l'économie redépart, à tel point que la Banque Générale, banque privée, va devenir banque d'État sous le nom de Banque Royale en janvier 1719, avec le soutien toujours inconditionnel du régent contre le Parlement qui, pour diverses raisons, fait de l'obstruction à l'eau, qui est probablement le Parlement dans son ensemble est très opposé à l'eau. Mais le régent, c'est tout de même lui qui dirige, s'il ne règne pas, et la banque devient banque royale, c'est-à-dire banque d'État, ce qui lui permet de prendre le contrôle de ce qu'on appelle les fermes générales, c'est-à-dire de tous les impôts indirects, impôts et taxes, ce qui permet à cette banque de faire des avances au Trésor pour l'arriéré de la dette, cette énorme dette de 900 millions dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il reste tout de même un problème. C'est le problème des fameux billets d'État à 4% de ses ancêtres des assignats. Et là, entre en scène le second volet, et on va arriver au Mississippi, la Compagnie d'Occident. Le système de la banque marchant très bien, l'eau va créer une compagnie de commerce. Et une compagnie de commerce outre-mer, c'est-à-dire un type d'activité dans lequel les Français jusque-là ne s'étaient guère illustrés. Il y avait eu des tentatives, sous Louis XIII, notamment Richelieu, avait voulu créer des compagnies de commerce outre-mer, et ça avait régulièrement fait faillite. Et là, la Compagnie d'Occident, elle appartenait en dernier lieu à un financier qui avait été obligé de la rendre à cause de malversations dont il avait été accusé. Et l'eau avait racheté cette fameuse compagnie qui portait le nom de la Louisiane. Et lui, il l'appelle la Compagnie d'Occident. La Louisiane, c'est beaucoup plus que la Louisiane. La Louisiane, c'est 8 États actuels des États-Unis. Ça va de la région des Grands Lacs au nord jusqu'au golfe du Mexique. Autrement dit, c'est tout le cours de ce fleuve quasiment mythique, le Mississippi. D'où le nom que, dès qu'il va être question de cette Compagnie d'Occident, le peuple va donner, évidemment, à cet Eldorado qu'on lui promet. Car l'eau a réussi en 2 ans à relancer cette exploitation du Nouveau Monde, et en janvier 19, la compagnie a 3 millions en caisse, 700 000 livres de marchandises, essentiellement des peaux, des fourrures et des peaux, et en plus 21 bateaux. C'est donc quelque chose de très solide. Il y a donc de véritables ressources tout autour, tout along the Mississippi. Il y a une possibilité de ressources, il y a des ressources réelles, il y en a qui sont anticipées. L'idée de l'eau, il va falloir mettre en valeur culture du sucre et de l'indigo pour les teintures. Et puis, il y a aussi les ressources fantasmées. On parle de montagnes d'émeraudes, on parle de mines d'or,
Il y a quelques filons aurifères et argentifères, mais enfin, disons qu'il n'y a pas de quoi tout de même parler de véritables trésors sur le plan minier. Mais peu importe, les fameux billets d'État vont être convertis en actions de la compagnie. Si bien qu'au lieu d'avoir du 4% à jamais touché, puisque tel était le triste sort de ses créanciers, les voilà actionnaires du Mississippi, qui est un fleuve de richesse à venir. Et tout le monde veut du Mississippi. Si les modes avaient été semblables aux nôtres, on aurait vu des milliers de gens arborant des t-shirts « I love Mississippi ». C'est à peu près ça. Et encore plus l'engouement après la fusion qui va être réalisée en avril 1719 avec d'autres compagnies de commerce qui périclitaient totalement, celles du Sénégal, des Indes, de la Chine. Tout rentre dans le giron du Mississippi. Et c'est une relance économique incroyable et surtout une folie collective qui va s'emparer de la société. Car les particuliers vont faire une confiance entière au système de l'eau, au fameux Mississippi. Pourquoi? Il y a 3 raisons. Enrichissement rapide. Ça ne s'était jamais produit que l'on propose aux gens, c'est-à-dire à tout le monde, à monsieur tout le monde, un moyen d'enrichissement rapide. Par des procédés inédits. Cette compagnie d'outre-mer qui revêt un aspect quasiment mythique aux yeux des gens. C'est très tentant. Et en plus, c'est à la portée de tout le monde. L'enrichissement, il y en avait toujours eu des procédés d'enrichissement, mais c'était honnête ou pas. Mais disons que c'était réservé toujours à une certaine couche de la société. Tandis que là, le premier venu peut, en achetant une ou plusieurs actions, mais se préparer un véritable pactole. Et c'est de là que naissent un certain nombre d'anecdotes, mais totalement vraies, véritables, celle du petit bossu de la rue Quincampoix. La rue Quincampoix à Paris était là où était le siège de la compagnie. Et il y avait un petit bonhomme qui gagnait sa vie en demandant quelques piécettes pour faire toucher sa bosse, puisqu'il paraît que ça porte bonheur. Et là, c'était pas toucher sa bosse, c'est la prêter comme écritoire pour les gens qui se pressent dans les embouteillages abominables de la rue Quincampoix pour rédiger leur prise d'action. Et il s'en serait tiré avec 40 000 livres, quelque chose d'impensable pour un pauvre garçon qui était un mendiant. Alors il y a aussi l'histoire de la cuisinière. Une dame de la bonne société, sa fille à l'opéra un soir, voit dans la loge voisine une dame, la fille dit « Mais maman, c'est notre cuisinière, c'est Marie. » « Pas possible, dit la mère, mais si, je t'assure, une dame couverte de diamants. » La dame entend, elle dit « Bah oui, je suis Marie, je suis votre cuisinière, bah je me suis enrichie, j'ai bien le droit de porter des diamants, non ?» Et cela montre une certaine démocratisation, effectivement, puisque de cuisinière ou de mendiant, on peut devenir effectivement très riche, d'où l'emballement. Alors, ce malheureux lot est complètement harcelé, assiégé. C'est à qui, pour éviter les embouteillages de la rue Quincampoix, va s'adresser à lui dans son hôtel particulier. On force les portes, on passe par la fenêtre. Il paraît même qu'un jour, on a ramassé quelqu'un qui s'était laissé glisser le long de la cheminée. On ne dit pas en quel état il était en arrivant en bas. C'est aussi cette anecdote, c'est quelques dames de la cour qui le cernent de très près chez lui, à tel point qu'il leur dit « Écoutez, mesdames, je vous en supplie, laissez-moi aller. J'ai terriblement besoin de pisser, je ne peux plus me retenir. » Et ces dames « Mais pissez, monsieur, pissez, mais écoutez-nous. » Et la princesse Palatine, la propre mère du régent, qui ne craint pas le langage un peu cru, écrit à un de ses innombrables correspondants « Quand on voit les duchesses et les marquises lui baiser les mains, on se demande ce que les autres vont lui baiser. » Donc un emballement, une folie, tout le monde veut du Mississippi. Seulement le système lui-même, eh bien, il va s'emballer lui aussi.
la machine va devenir peu à peu, non, très vite, incontrôlable, malgré tous les efforts du régent qui va légiférer à tort et à travers de façon désordonnée pour essayer de retenir l'emballement. Mais comme un cheval qui s'emballe, la machine va continuer. Il faut toujours produire plus d'actions pour répondre à la demande. Il faut toujours faire imprimer davantage de billets, d'autant que Law devient ministre des Finances, on dit contrôleur général, mais c'est pareil, en janvier 20. Il a donc la haute main sur toute la finance de la France. La banque fait marcher la planche à billets en mai 20. 2,5 milliards de billets sont émis pour 289 millions d'encaisses. Et là, il y a déjà une disproportion absolument catastrophique. Quant aux actions au Mississippi, à la même époque, les actions ont grimpé tellement que l'action en mai 20 se vend 10 000 livres, alors qu'au départ, elle en valait 500. Il faudrait donc 4 milliards pour couvrir les émissions d'actions que, évidemment, la compagnie ne possède pas parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre en valeur ce fameux Mississippi. Il aurait fallu au moins 5 ans pour arriver à en faire une exploitation rationnelle et suffisante. Or là, c'est en quelques mois. C'est, disons, on appelait ça le fol hiver 1719-1720. Ce sont des conditions idéales, cette situation, pour ces fameux nouveaux prédateurs, petits et gros. Petits prédateurs et gros requins vont accélérer la course à l'abîme. D'abord, la spéculation, absolument effrénée. Les actions, on n'a pas Internet, mais ça n'empêche pas que les actions montent et descendent, mais pas seulement d'heure à heure, de quart d'heure en quart d'heure, au gré des fausses rumeurs répandues. On annonce, par exemple, c'est faux, et là, on commence à voir des dérives très importantes, l'arrivée de bateaux chargés de matières, de marchandises précieuses, là encore, des mines d'or à ciel ouvert. Les plus malins, eux, commencent à investir en toutes sortes de biens mobiliers et immobiliers, ce qui relance évidemment l'activité commerciale et qui est porté au crédit du système. Mais il y a aussi la corruption, bien sûr, qui va jouer. On cite par exemple cette corruption qui consiste à graisser la patte aux sergents chargés du recrutement forcé de jeunes oisifs ou désœuvrés ou mendiants pour les envoyer exploiter le Mississippi. Et en fait, on veut se débarrasser d'un voisin, d'un rival, d'un concurrent. On graisse la patte aux sergents qui vont embarquer des gens qui ne correspondent pas du tout aux critères qu'ils étaient censés appliquer. La corruption se répand dans toute la société. Le régent lui-même, qui a toujours eu tendance à jeter par les fenêtres tout l'argent, y compris celui qui n'avait pas, va prodiguer des pensions, des sommes, des cadeaux, surtout aux opposants, pour les rallier effectivement à sa politique. Et Law lui-même a, dit un contemporain, le duc de Saint-Simon, ouvert un robinet de finances sur ceux qui pourraient le soutenir. Eh bien, ceci va évidemment s'accélérer, qui était apparu dès le début du système, va s'accélérer de plus en plus, bon, jusqu'à la chute finale. Et c'est là que les délits d'initiés vont porter le coup fatal. De bas en haut, de bas en très haut. Le délit d'initié, j'emploie un terme anachronique pour l'époque, car ceci est totalement inconnu du droit pénal de l'époque, et pour cause. Bon, ça va du tel commis principal de la banque, qui en plusieurs mois a fait passer 40 millions en espèces à Londres et à Amsterdam, sous couvert d'opérations de change. Plus, dit-on, mais c'est pas sûr, 10 millions de pierreries. Même si c'est pas tout à fait 10 millions, ça fait quand même des sommes assez importantes. Mais continuons à monter dans l'échelle sociale. Et
auprès des gens bien informés. C'est pas seulement l'employé de la banque ou de la compagnie qui effectivement se laisse corrompre et lui-même détourne des fonds, c'est les plus grands noms de France. On cite le duc de la Force, duc et pair de France, qui est au Conseil des finances. Il paraît que c'est une nullité, sauf en ce qui concerne son enrichissement personnel. Là, il est doué. Eh bien, quand les billets commencent à se dévaluer, il achète avec ces billets dont il sait qu'ils vont être dévalués le lendemain, le surlendemain, 3 jours après. Il achète toutes sortes de marchandises qu'il pourra revendre au prix fort. Paravent de lac, soieries, épices, thé, sucre candi et même de la chandelle et du savon. Ce qui va permettre aux chansonniers de se moquer beaucoup de lui en disant « Le duc de la Force se fait épicier, il vend de la chandelle, etc. » Les chansons courent dans Paris, mais lui, il s'en met plein les poches. Avec lui, 3 autres ducs et pairs de France, les ducs d'Estrée, de Guiche, d'Antin. C'est à qui s'enrichira le mieux, puisque tous ces gens-là sont au courant précisément de toutes les mesures que le gouvernement essaie en vain de prendre. Et on joue sur les dévaluations, on joue effectivement sur toutes les nouvelles que ces gens-là peuvent obtenir. Et en plus, je continue à monter, j'arrive tout en haut de l'échelle aristocratique, les princes de la famille royale. Il y en a deux cousins, le duc de Bourbon et son cousin, le prince de Conti. Bourbon, à 23 ans, était chef du conseil de régence. C'est dire, effectivement, la promotion de ce très jeune homme, un monstre d'avidité, disent les contemporains. Lui et son cousin, dès février 1720, c'est-à-dire 6 mois avant l'explosion finale. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien renseignés. Vont échanger leurs billets contre l'encaisse en métal. L'un obtient 25 millions en or, l'autre 14, pour lesquels il fallut, paraît-il, 3 fourgons pour amener les pièces chez l'heureux propriétaire. Pourquoi? Parce qu'ils savent, l'un comme l'autre, que dans quelques jours, le régent va essayer d'appliquer une nouvelle solution en interdisant de garder du métal chez soi. Eh bien, eux, 25 millions et 14 millions. Tous ces gens-là, depuis les anonymes du bas de l'échelle sociale jusqu'au gratin de la cour, ont leur part de responsabilité, bien sûr, dans le désastre final. Ils le précipitent, donc malgré tous les efforts du gouvernement. Alors le drame éclate, finit par éclater, la bulle aussi, et le drame, le 6 juillet 1720, où une dizaine de personnes au moins sont étouffées en essayant de récupérer le peu qu'ils le peuvent auprès de la banque. Émeute sanglante, l'eau est attaquée, doit se réfugier auprès du régent, au palais royal, etc. C'est la fin du système qui a eu des effets positifs par cette relance, mais qui marque tout de même 2 choses. Le premier crack de notre histoire nationale et en même temps l'émergence de nouvelles formes de délinquantes promises à un très bel avenir. Merci de votre attention.